Lors des différentes commémorations, nous sommes aimablement distraits par le spectacle aseptisé et folklorique de quelques jeeps et de quelques soldats en uniforme de l'époque. Tout ceci est fort bien fait, fort pittoresque, au point de nous en faire complètement oublier que là où nous sommes bien confortablement assis, c'est sur le lit des souffrances extrêmes de nos parents. Je tenais donc à faire cette vidéo pour rappeler la vie d'horreur qu'ils ont vécue pendant cette guerre et pour m'incliner avec respect devant leur courage surhumain. C'est pourquoi nous nous devons de respecter et de préserver ce pays qui n'est pas le nôtre, mais qui est celui de nos parents, car ce sont eux qui ont sué sang et eau à le reconstruire après sa destruction. Aussi, nous n'avons pas le droit de souiller, ni de défigurer, ni de brader leur œuvre colossale, ce qui reviendrait à leur cracher au visage. J'y suis particulièrement sensible, car voici l'état de la maison de mes parents, ma maison natale, 16 mois après ma naissance. Précéder ou accompagner le débarquement, des vagues entières de bombardiers anglais, essentiellement des Avro Lancaster, ont déferlé pendant des nuits et des nuits sur la ville de Caen dès mars 1944, ainsi que sur de très nombreuses villes normandes, toutes rasées à 80%. Le Havre, Lisieux, Falaise, Saint-Lô, mais aussi Condé-sur-Noireau, Villers-Bocage, Isigny-sur-Mer et bien d'autres encore, faisant 20 000 morts civiles et bien plus de blessés et de réfugiés fuyant sur les routes où leur convoi subissait des mitraillages aériens. Montez de la mine, descendez des collines, camarades. Sortez de la paille, les fusils, la mitraille, les grenades. Oh, et les tueurs à la balle et au couteau, tuez vite. Oh, les saboteurs, attention à ton fardeau, dynamite. Après le largage de leurs bombes, les Lancaster repartent à leur base en laissant derrière eux des champs de ruines et des milliers de morts, de blessés et de sinistrés qui iront vivre désormais dans des carrières souterraines.
protection, les bombardiers sont escortés par des chasseurs, des Hurricanes et des Spitfire. On va remplir le rapport de mission pendant que les Normands vont enterrer leurs morts et amputer les blessés les plus graves. Ceux qui avaient encore un toit s'activaient à déblayer les décombres. Les autres qui avaient tout perdu partaient sur les routes pour fuir l'horreur et tenter de trouver une terre d'accueil. C'est le cas de mes parents qui, avec leurs 5 enfants, moi dans une poussette, sont partis à pied de Caen pour se réfugier près de Tours, dans la propriété d'une tante de ma mère. Au long de ces 260 kilomètres, des mitraillages les obligeaient à se coucher dans les fossés. Des fermes accueillantes leur offraient de la nourriture et la paille d'une grange pour passer la nuit. Les réfugiés sont revenus d'exil pour reconstruire leur ville. Si le 6 mai 1944 fut le jour de notre libération, il fut aussi celui de durs sacrifices pour beaucoup de nos vieilles cités. Caen, ville-musée, Caen, un des centres les plus riches en souvenirs d'art, a payé un lourd tribut à la victoire. Les 2/3 de la ville ont été détruits. Sur 168 édifices classés ou remarquables, il n'en reste plus aujourd'hui que 23 intacts. Tout le centre de la ville est rasé. La célèbre rue Saint-Jean n'est plus qu'un chemin bordé de ruines. Seule l'église Saint-Jean reste dressée au milieu de cet apocalypse. Caen, la ville aux 100 clochers, était un objectif trop vulnérable. Et il n'y a guère d'église ou de chapelle qui n'ait été bombardée, incendiée, écrasée. Trois personnes sur 4 sans abri, et pourtant la population de l'agglomération de Caen dépasse celle d'avant-guerre. Il a fallu édifier à la hâte des baraques de bois ou de tôle pour abriter les sans-abri. Et un peu partout, grâce à des maisons préfabriquées, naissaient dans cette cité normande des quartiers américains, suédois ou finlandais. Ainsi, nous nous sommes installés dans ce baraquement de planches où l'on peut voir mes parents, mes sœurs Bernadette et Agnès et votre serviteur. Mais ce n'est pas tout de faire du provisoire, de parer au plus pressé. Il fallait préparer l'avenir. De mai à décembre 1946, en 8 mois, 1 million de mètres cubes de gravois furent enlevés. Ce gigantesque travail représente 300 000 journées de main-d'œuvre.
Lorsqu'enfin les travaux de déblaiement furent terminés, les habitants de Caen reprirent possession de leur ville et s'habituèrent peu à peu à son nouveau visage. Mais tandis que les ruines étaient dégagées, les services étudiaient les moyens de résoudre le problème de la reconstruction. On traçait les plans de la nouvelle ville. Ils ont été mis à exécution. Petit à petit, des maisons se sont élevées. D'abord modestes, puis plus importantes. Malgré toutes les difficultés, tant matérielles que financières, en tous les points de la ville, on voit maintenant s'élever des immeubles, des groupes d'habitation, des quartiers entiers même. Les services des familles se sont installés dans leurs nouveaux foyers. D'autres emménagent. Les camions chargés de meubles ont repris la route. Certes, la tâche n'est pas terminée, loin de là. Il reste bien des gens à loger. 29 nouveaux îlots d'habitation sont à l'étude. Caen bourdonne du bruit des bétonnières. Comme les cellules de soutien psychologique n'existaient pas à l'époque, ils n'ont pas perdu de temps en niaiseries et se sont retroussés les manches et à la force du poignet ont reconstruit leur ville. Bombardés, ruinés, rasés, mitraillés sur les routes de l'exil, ils ont décuplé d'énergie pour reconstruire leur ville. La souffrance et le courage de nos parents imprègnent chaque pierre de cette ville. Honte à jamais à ceux qui ne la respecteraient pas et en perdraient les clés.